Ça sent tellement bon, on est avec vous là. Faites-le à la maison, hein, n'hésitez pas, vous avez vu que c'est pas compliqué à faire. C'est bon, on en boirait. On en boit d'ailleurs. Il y avait une équipe de jeunes, ils ont voulu faire un man paille à l'ancienne. Là, on n'en a jamais goûté, c'est une première. Le problème c'est que j'ai pas son talent de dégustateur. Bon après, le vin c'est simple, hein. Quand c'est bon, c'est bon. Ah, quand c'est bon, c'est bon. Bonjour les amis. Alors je suis content parce que vous avez répondu à notre appel quand on a demandé chez qui on irait manger. On ira manger chez vous. Et ben là il y a Christophe qui nous invite. Et donc on est dans le Jura. Et ben on va essayer de le retrouver. Ah bah t'es là Christophe, je te cherche moi. Voilà, on va pas tomber dans la cave là. Merci de nous accueillir, c'est super sympa ça. Et bienvenue dans le Jura et bienvenue à la maison. Non, j'ai été chercher des munitions. Ah oui, bah des fois qu'on en manque. Alors les amis là, on est dans le Jura. Christophe il nous accueille à la maison. Et bah forcément il s'est dit un petit plat typique du Jura. Bah il fait froid donc on a besoin un petit peu de calories. Qu'est-ce qu'on prépare? On va faire une poularde cuite en cocotte luttée avec une croûte au mori. Ah oui, on vit dans le luxe quoi. Ouais. Alors la croûte au mori je l'ai préparée déjà un petit peu, il faut que ça mijote, ça concentre, donc ça demande un peu plus de temps. Mais par contre ça, dans 1h30 ça sera prêt. Je crois que je connais l'éleveuse de volaille là. Partout où on va, il y a Rachel. Ouais, c'est une femme hors pair dans l'élevage de ses bêtes et elle en prend soin. Et comme c'est tous ces petits bébés entre guillemets, elle les chouchoute quoi. Et la viande est extraordinaire. Donc volaille de Bresse effilée. Donc on va peut-être quand même y couper la tête, y couper les pattes. Oui, on va faire ça. On trouve bien que c'est une vraie gauloise. Donc pas de bleu, blanc, rouge. La gauloise. Voilà, c'est la gauloise. C'est le seul animal qui chante les pieds dans la merde. Ouais, bah ouais, c'est la France ça. Exactement. Alors ouais, tu es sur une volaille de Brest, t'as les petits pins français là, clac. Moi je pense que nos camarades qui font les petits pins là pour la volaille de Brest, ils devraient penser à ce qu'on puisse réutiliser le pins pour le mettre sur les bretelles, pour le mettre sur les t-shirts, tout ça. On n'arrête pas de l'appeler Christophe, tout ça, mais est-qui que vous savez qui il est, vraiment? Non, moi non plus je sais pas vraiment qui il est, mais ce que je sais c'est qu'il a été sommelier dans des très grands restaurants étoilés, qu'il a été plusieurs fois primé. Récompensé. Récompensé. Voilà. Parce qu'en fait, ce gars a un vrai palais, tu vois, une vraie connaissance du vin, peut-être une connaissance encore plus particulière des vins du Jura. Oui, parce que j'ai approfondi les choses dans cette façon, parce que je sentais il y a 30 ans que c'était un terroir de demain. Donc c'est un terroir d'aujourd'hui, il y a 30 ans. Et maintenant, c'est un terroir d'aujourd'hui. Voilà. Et tout le monde s'y intéresse. Voilà un gars qui est en avance sur son temps, quoi. En fait, quand tu enlèves les boyaux à l'intérieur du poulet, là, il a déjà été préparé, tu vois. Tu tournes la main à l'intérieur, et comme ça, quand tu tires, tu enlèves le fiel, qui est la partie amère du poulet. Tac. Mais il est magnifique, ce petit poulet. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire les oignons. Moi, je pensais qu'on allait boire un coup. Santé. Oh, parce que bon, on peut pas travailler sans boire un coup. Santé. On va éplucher les oignons. Allez, on épluche les On va les oignons. couper grossièrement. On va les faire venir à la poêle avec du beurre. Parfait. Le lard de 50 grammes. 50 grammes de beurre? Non, 50 grammes de lard. Alors là les amis, moi il y avait longtemps que j'avais pas cuisiné comme ça, j'adore. La cuisinière, on se croirait chez mamie. Il y avait ça chez mes parents aussi, on cuisinait sur la cuisinière à bois. Poêle en cuivre, étamé. Ici, une petite russe qui est sur le côté du feu, avec une casserole, pardon. Et on appelle ça aussi une russe en cuisine. C'est bien, pendant ce temps-là je discute, mais j'épluche pas les patates. Là on a les oignons et les lardons. Ah oui, on les met maintenant les patates comme ça, comme pour le bake-off quoi. La recette qu'on est en train de faire, là tu la tiens de qui, de ta grand-mère? Non, pas ma grand-mère, parce que moi je suis lorrain d'origine, donc on ne faisait pas ça. Et c'est un chef qui m'a appris, c'est Pierre Bassamoro, qui était un chef étoilé, relais château, dans le Jura. Ça va, ça c'est bien? Oui, J'ai bien travaillé, chef? c'est parfait. Voilà, je rajoute quelques petites morilles pour donner du goût. Parce que en accord, on aura de la croûte au mori qui va avec. Un peu de bouillon de poule ou pas? Ouais, c'est là. Donc là on rajoute 1 litre de bouillon de poule, et ce qui va lui servir un petit peu de sauna interne pour la cuisson. La cuisson de bouillon. Comme ça on n'a pas besoin de pocher la volaille. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là on va mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. On va mettre le couvercle. Et on met pas le vin jaune là encore. On le mettra qu'en fin de cuisson? Ouais, je préfère parce que c'est plus aromatique, ça donne plus de goût. Combien de fois qu'on fait à la vôtre? Ah bah plusieurs fois. À la vôtre les amis. Allez, on ferme. Hop. Et maintenant on prépare le luth. Ça va demander un petit peu de nerf là après. Ah bah plus ça avance et plus c'est dur hein. Alors là moi je trouve que Christophe il est un peu fou si tu veux. 1 kg de farine pour lutter la cocotte, ça déconne pas. Alors on dit lutter, c'est-à-dire qu'on fait cet appareil farinéo autour de la cocotte pour fermer hermétiquement la cocotte de façon à ce que tu gardes ton jus pour la cuisson. Voilà à quoi ça sert le luth. Et voilà, c'est parti pour 1h30 de cuisson. On a le temps d'aller boire un coup, d'aller se promener à la bibliothèque, de prendre un bain, enfin je sais pas, de faire quelque chose quoi. Fais santé, fais santé, fais santé. Je sais pas si on va garder notre santé comme ça.
Moi j'ai vu qu'il y avait une jolie bibliothèque chez Christophe. Je sais pas, t'as peut-être un ouvrage à me montrer, non? Ouais, dans tous les ouvrages que j'ai à disposition, pour moi peut-être le livre le plus culturel par rapport au Jura, et le premier sur la première édition, c'est Les Vignobles du Jura de Charles Rouget de 1897. Et alors on a le droit de les ouvrir ou pas? Ah bien sûr, ouais, moi, Non, moi je travaille dessus tous les jours. Hein. Donc il a fait un descriptif de tous les cépages qui existaient depuis à peu près au moins le Moyen-Âge, et on apprend plein de choses, quoi. Là on a de l'histoire dans les mains en fait. Bon, faut faire attention parce que tu vois, c'est un vieux livre, donc on en prend soin comme d'une vieille dame. Pareil. Mais ça, c'est un précis de poche, en fait, toi. C'est un truc que tu mets dans ta poche, ça prend pas de place. Ils expliquent quoi? Ils expliquent comment on fait pour le vin, ils expliquent comment on récupère Alors, le vin. pas comment on fait pour le vin, c'est juste comment on fait pour soigner les vins qui étaient malades. Donc les vins qui avaient des mauvais goûts, qui avaient des déviances, bah, ils pouvaient les corriger avec cette petite recette. Et quand tu lis ça, bah, tu dis qu'ils ne devaient pas boire toujours bon à cette époque. Hein. Ouais. Parce que les recettes sont assez piquées quand même. Hein. Mais ils disent que ça marche très très bien. Et t'as pas essayé, toi, encore? Bah non, parce que tout ce que je bois est bon. Ouais, c'est ça. À l'époque, il devait y avoir des vins qui devaient pas être terribles, ouais. Bah c'était plutôt, ouais, c'était vraiment minable même à l'époque là, parce qu'un Pasteur n'avait pas fait encore ses travaux. On voit que la croûte est dure, là. Ça, c'est important pour que ça soit bien dur. Ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit, moi. Et donc maintenant, on va enlever le luth de la cocotte pour voir comment c'est dedans. C'est solide, hein. Et puis, elle est bien luttée, la cocotte, hein. Pour réussir à enlever le luth, il faut lutter, quoi. C'est compliqué. C'est beau, hein. Tu crois qu'on est cuit? Je pense. Ah non, je pense qu'on est pas mal. Ça s'enfonce, regarde. Ça passe à travers. Normalement, la volaille doit sortir. On va faire sortir un peu le jus pour pas en mettre partout. Hop. Et voilà une belle volaille de Bresse. Et puis là, il reste un peu de morille, un peu de pommes de terre. Là, on va regarder parce qu'en fait, Christophe est un maître de salle. Non seulement il est sommelier, mais en plus, il a été serveur dans sa jeunesse. Et à l'époque, on découpait les volailles en salle. Il y a longtemps. Ça, c'est un piège parce que découper les volailles en salle, c'est pas ce qui est plus facile. Et alors, tu veux que je te prête une fourchette ou pas? Oui, peut-être. Ouais. Tiens. Pas plus mal. Ça éviterait de mettre les doigts. Ouais. Non, t'embête pas à les enlever, t'embête pas. Faut trouver des solutions. Ce serait dommage de laisser les morilles comme ça se perdre sous le bord de la poêle. Ah oui. Alors elles sont bonnes, hein, les morilles. Mais on n'est pas là pour manger les morilles, on est là pour couper le poulet. Oui, on n'en verse pas beaucoup parce qu'on préférerait le boire, le château Chalon, n'est-ce pas, plutôt que le mettre dans la poularde. Donc 10 centilitres, là, juste avec la croûte au morille, et on est nickel. Là, c'est parfait. C'est parfait, hein, ça a l'air, la l'onctuosité a l'air magique. Ouais. Voilà, bah vas-y, t'as pas un peu de crème, ça me manquait. Alors là, les amis, Christophe, il sait travailler, tu vois. On sait que c'est un gars qui a fait de la restauration. Vous avez vu comme c'est beau, ce geste de la louche, là. Et puis la générosité dans la morille et dans la crème. Je crois que je vais encore prendre 200 grammes juste en regardant le plat. Ça sent tellement bon, on est avec vous, là. Faites-le à la maison, hein, n'hésitez pas, vous avez vu que c'est pas compliqué à faire. Encore un petit peu, tu vois, allez, encore une petite louche. Sur les patates. Là, c'est les arômes du terroir. Ah ça c'est sûr, là ça sent la morille, la crème, le vin jaune Voilà. et la poularde. Bon, il est temps qu'on se mette à table, c'est bien de regarder tout ça, mais nous on a faim. Nous on pense qu'il y a des vrais slogans à faire pour la série du Jura. Il y a quelques temps, il y avait une campagne dans le métro, quand ils ont sorti pour la saucisse de Morteau. Il y avait des grands 4x3 et c'était marqué 20 cm de bonheur avec la saucisse de Morteau. Ça, je trouve que c'était bien envoyé. Et là, comme on pense au Savagnin, on se dit Savagnin, ça va bien. Je pense que ça pourrait être aussi un nouveau slogan pour les bouteilles de Savagnin. C'est exact. C'est exact. Ouais. Il est d'accord avec moi, Christophe. Oui, oui. Je pense qu'on va faire des trucs ensemble. Ah, on te vient tout à l'heure. Oui, évidemment. Alors là, Christophe, tu nous as préparé une petite tarte. Feuilletage, après j'ai mis de la pâte de coin, enfin du coin. Ensuite pomme, poire, un appareil qui va bien, et puis une petite touche de curry dedans, parce que des fois avec l'harmonie du Savagnin, une petite note de curry pour le dessert, c'est parfait. Ah oui, Savagnin curry, ça marche. Allez, on coupe. Bon, ce qui est bien, c'est que là, c'est une tarte pour deux. Il est parfait, regarde. Elle est magnifique, cette tarte. C'est bon, les poires. Oh merde, j'ai oublié de te faire goûter le vin de paille, je vais le chercher. On va chercher le vin de paille. Parce que bon, on était ici quand même pour la presser des vins de paille à Harley. Et on en parle. Et il me dit, mais moi j'ai un vin de paille extraordinaire. Alors, il va nous raconter un peu comment il fait son vin de paille extraordinaire. Le vin de paille, c'est du vin sur la paille, évidemment. C'est aussi les vins qui te mettent sur la paille. Parce que c'est des vins assez chers pour les petites bouteilles. On laisse les grappes du raisin, du vin de paille, sécher sur des fils. Historiquement, on faisait ça dans les cuisines. Après, on récupère ce raisin qui est complètement sec, hein, ou presque sec. Et puis, on le presse. Et historiquement, en fait, on avait ça sur des lits de paille
parce que ça permettait de mieux sécher les raisins. C'est ça, hein, C'est je ne dis pas trop de exactement, bêtises. ouais. Et des fois, on pressait aussi la paille avec le raisin. C'était au départ, oui. Là aujourd'hui, on ne le fait pratiquement plus, mais c'est vrai que c'était le vin des médecins. On donnait ça aux femmes enceintes après l'accouchement. Ah, ça leur redonnait un coup de peps. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de sucre. Ah oui, il y a énormément de sucre. Ouais. Ce qui veut dire aussi que c'est souvent des vins assez peu alcoolisés. Assez peu alcoolisés. Assez peu alcoolisés, c'est pas comme moi. Donc, il y avait une équipe de jeunes, surtout avec Mathieu, ils ont voulu faire un vin de paille à l'ancienne. Donc, on a gardé les cépages jurassiens, sauf le pinot noir qui est interdit dans l'appellation. Et ils ont mis du gueuche, ils ont mis du béclan, de l'enfariné, des cépages qui sont pratiquement en voie de disparition. Ils ont séché ça sur de la paille, vraiment, complètement. Et après, on a pressé dans le pressoir avec les raisins et la paille, parce que toutes les spores de levure étaient attachées entre le raisin et la paille. Donc, ils ont pressé ça. Ça donnait un jus couleur grenadine, complètement. Et après, ils ont laissé fermenter un petit bout de temps, élevé 3 ans en fût de chêne et mis en bouteille. Là, on n'en a jamais goûté. C'est une première. T'en as très peu de bouteilles, je crois. Ah oui, on a 3 de chaque millésime. Donc rien. Rien du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu comment je suis un VIP, quoi. On goûte un truc, il en a 3 bouteilles. Donc les amis, si vous avez 3 bouteilles de Pétrus, n'hésitez pas, appelez-nous. On viendra. T'as vu, ça se défait tout seul. Hein. Ouais, ça c'est... Fais voir comment ça est. Ouh, il y a du sucre là-dedans, dis donc. À toi la primeur. Ah, c'est pour moi. Premier verre, c'est pour moi. Le problème, c'est que j'ai pas son talent de dégustateur. Bon après, le vin c'est simple. Hein. Quand c'est bon, c'est bon. Ah, quand c'est bon, c'est bon. Et là, c'est bon. Il y a en effet, il y a du sucre, c'est très bon. Ça, sur un dessert, sur une pâte persillée, c'est bombe atomique. Hein. Là, la cerise griotine. Ouais, c'est très griotte. De toute façon, cherchez pas, il y en a pas. Il y en a 3 bouteilles, les autres, ils en ont 3 bouteilles aussi. C'est introuvable. Mais bon, nous, on a plaisir à le boire, puis à le partager avec vous. Hein. C'est ça la magie des grands vins. On est en parallèle entre deux vins. On a une sucrosité, puis on a un oxydatif. On est prêt à la limite d'un porto avec du fruit, un peu cerise, un peu chocolaté, mais très peu. Mais il y a une sucrosité et puis une longueur d'acidité qui est incroyable, qui fait un support très digeste. Quoi. Et ça, tu peux garder ça ouvert quelques jours. Ça, je pense, ouais, 3-4 jours sans problème, ça ne bouge pas. Tu vas pouvoir le boire ce soir avec des copains. Ouais, je vais boire avec ma femme peut-être. Ah, tu vas le boire avec ta femme. Ouais. Ah, parce qu'en fait, elle va le savoir. On est à la télé, là, elle va savoir forcément qu'on a ouvert ça, quoi. Puis elle l'a pas goûté non plus. Non plus, c'est pour ça. Comme c'est que votre première bouteille. Voilà, donc je voulais le garder quand même. Mais t'es le premier quand même à goûter. Premier. J'ai une chance, hein. C'est beau, ça. Hein. Je suis admiratif. Merci. Il y a des vignerons qui savent bien faire, bah, ça mérite d'en parler. Alors tu vois, là, ce qu'on goûte, c'est un chardonnay. La cuvée Saint-Paul de chez Camillois, un vigneron qui a disparu depuis quelques années. Et c'est chardonnay qui avait un genre très particulier pour l'élevage et la maturité. Et sur la volaille, on a eu quelque chose que ça a caressé, c'était feutré, c'était juteux, ça a gardé ce côté moelleux de la viande, tout en respectant avec un vin qui est une délicatesse. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est des vins qui ont 15 ans et qui ont encore une fraîcheur de dingue. C'est bon, on en boirait. On en boit d'ailleurs. Bon alors là, vous avez vu, on a fait une bouteille, il en reste encore 5. On va vous faire une vidéo, je crois, spécifique, complètement dédiée, que vous allez voir bientôt pour la dégustation de nos vins jaunes. Bon bah merci Christophe, parce que c'était quand même très sympa de nous avoir invités là, à nous ouvrir des bouteilles de fous furieux, des trucs qu'on goûte nulle part, parce qu'en fait, il y en a nulle part aux cartes. Oui, parce que moi je les garde, et puis un peu ici c'est l'auberge espagnole, donc on a tout le temps du monde ici chez nous. Donc en fait, si vous savez pas quoi faire et que vous êtes dans le Jura, vous nous demandez son adresse, on vous donnera l'adresse de Christophe pour venir manger, dormir et goûter des grands vins chez lui. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. À la vôtre les amis. Santé, et au revoir, bonne journée, et à plus tard. À bientôt pour de nouvelles aventures, dans le Jura ou ailleurs. C'est vous qui nous direz.